assister à cette conférence qui fait partie d'un cycle intitulé L'innovation à l'ère numérique. Donc c'est un cycle qui est organisé par le département statistique et informatique décisionnelle, ici à Carcassonne, et c'est un département qui fait partie de l'IUT de Perpignan. Dans ce cycle de conférences, il y a des conférences qui ont un fil conducteur qui est le Big Data et ses enjeux. Alors, Big Data, c'est les mégadonnées, les données volumineuses, etc. Mais c'est aussi l'exploitation de toutes ces données. Et lors de chaque conférence, on essaie de voir un petit peu quels sont tous les enjeux économiques, politiques, sociétaux dans un domaine pendant le Big Data. Donc on a déjà eu quelques conférences, dont par exemple une qui nous a montré comment toutes les données de géolocalisation, produites avec nos smartphones, nos GPS, pouvaient être exploitées dans le domaine du tourisme. On a vu aussi comment, dans un domaine particulier, ces domaines pouvaient être exploités pour faire des systèmes qu'on dit aujourd'hui intelligents, sachant que ça reste des tâches vraiment spécifiques dans un domaine. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la valorisation des données spatiales, qui sont ces données, c'est des téraoctets qui sont produites quotidiennement par des satellites mis en orbite. Et c'est Gérard Dedieu, ici présent, qui va nous parler de tout ça, en nous exposant une fois de plus tous les enjeux de ceci. Il y aura un focus quand même qui sera mis sur le domaine de l'agriculture. Alors, Gérard Dedieu, je ne l'ai pas présenté, c'est un ingénieur au CNES et aussi un chercheur au CESBio, qui est le Centre d'études spatiales de la biosphère. Voilà, donc la conférence, le format est toujours à peu près le même, hein, c'est 45-50 minutes, après lesquelles vous pourrez bien sûr engager une discussion en posant des questions, en donnant vos avis. Et cette discussion pourra se poursuivre autour d'un apéritif qui est servi dans la salle qui est juste en sortant à gauche de l'amphi. Mais avant de laisser la parole à Gérard, je vais laisser Isabelle Huffart, qui est responsable des licences professionnelles que nous avons ici, dire deux mots justement sur ces licences, car il y a un lien direct avec la conférence d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors ici à l'IUT à Carcassonne, nous avons deux licences professionnelles qui à l'origine n'étaient pas des licences professionnelles. En 1999, ça remonte il y a longtemps, on a décidé que pour analyser les données qui étaient des données géographiques, c'était intéressant de les représenter avec des nouveaux outils. Et on a monté maintenant deux licences professionnelles autour du SIG et d'un nouveau métier qui est la géomatique. Donc ce métier, c'est de savoir utiliser des données, comme on va le voir ici, de savoir représenter ces données avec des cartes, et savoir aussi développer des applications pour les mettre en valeur, notamment les applications web. Alors ces deux formations que nous proposons à l'UT de Carcassonne sont des formations en alternance, une alternance de 3 fois 6 semaines, avec des partenaires qui sont à travers toute la France. Même quelquefois il y a eu d'étrangers. Et des partenaires qui sont à la fois du public et qui sont à la fois du privé. La plupart de nos étudiants sont des apprentis ou sont en contrat pro. Et quand je dis la plupart, on en est à 95% de nos promotions, de nos promotions qui sont dans ces eaux-là. Voilà. Donc cette conférence devrait les intéresser encore plus, parce qu'eux, ils sont vraiment sensibilisés à ces domaines, qui est la géomatique. Et c'est une continuité, c'est pour ça qu'on a choisi cette année aussi cette conférence. Je vous laisse la parole, merci beaucoup. Merci. Bon. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Bon, bonsoir à tous et à toutes. Si, c'est allumé là. Non? Ah, c'est mieux, d'accord.
Merci à tous et à toutes d'être venus. Donc, je vais commencer mon exposé par quelques informations un peu techniques. Donc, je n'ai pas de navigation, mais je crois qu'il y a un certain nombre d'informations que je vais posséder avant de passer aux applications actuelles et puis surtout en fin d'exposé sur les aspects plutôt liés au big data et aux problématiques que cela pose. Bon, ciblant plutôt le domaine de l'agriculture, mais c'est valable aussi pour d'autres domaines. Alors, dans ce type de conférence, la difficulté pour l'orateur, c'est la diversité des publics et des formations. Alors, bon, déjà, je commence par qu'est-ce que c'est un satellite? Grosso modo, donc ça, c'est un satellite qui est actuellement en orbite. C'est un engin qui pèse, dans ce cas-là, à peu près une tonne 200. L'instrument lui-même fait 300 kg. Et il va tourner en orbite, je vous montrerai tout à l'heure, avec une caméra qui va acquérir des images dans le cas d'observation de la Terre. Ça pourrait être du GPS, ça pourrait être du télécom. Un panneau solaire, ce qu'on appelle des senseurs stellaires qui aident le satellite à se positionner dans l'espace en se repérant par rapport aux étoiles. Vous avez une photo en bas, je ne sais pas si vous la voyez, qui donne une idée de la taille du satellite. Actuellement, on est dans des processus où on diminue de plus en plus la taille des satellites pour arriver même sur des nanosatellites, et des satellites qui vont peser quelques dizaines de kilos. Après, on ne fait pas la même chose avec 10 kilos ou une tonne. Alors, en télédétection, une définition très simple, c'est une mesure à distance d'ondes électromagnétiques. Quand on est dans l'espace, ce qu'on peut mesurer, c'est la lumière réfléchie ou la lumière émise par la Terre. Il y a aussi des mesures de gravité, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Le domaine du visible, c'est une petite partie du domaine des ondes électromagnétiques que l'on va mesurer à partir d'instruments dans l'espace. Mais on peut s'intéresser aussi, et ça existe, à l'infrarouge thermique, c'est-à-dire l'émission par les corps terrestres qui est liée à la chaleur. On peut aussi utiliser des radars embarqués sur satellite. Là, la source, elle est sur le satellite et on envoie une onde. Et puis, dans l'ultraviolet, dans certains cas. Alors, j'ai déjà prononcé un mot important, c'est que la télédétection, on fait des images, mais on mesure une quantité de lumière. Ce n'est pas un simple appareil photographique, c'est qu'on connaît la quantité d'énergie qui est reçue dans les divers domaines de longueur d'onde. Alors, qu'est-ce qu'on mesure et comment on rattache ça à des objets au sol? Ici, c'est un exemple dans la partie visible, un peu étendue du spectre solaire, c'est-à-dire les longueurs d'onde que vous voyez, les couleurs que vous voyez. Et un ordonnée, ce qu'on a apporté, c'est les réflectances. Donc, réflectance, c'est le pouvoir réfléchissant de la surface. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que l'eau réfléchit très peu. Si elle réfléchit très peu, ça veut dire qu'elle absorbe toute la lumière. Un sol nu, il va réfléchir de plus en plus quand la longueur d'onde augmente. La végétation, c'est la courbe en vert, elle va réfléchir un petit peu dans le vert, d'où sa couleur. On va absorber dans le rouge, donc ça c'est la photosynthèse en fait. Et ensuite on va avoir une réflectance, donc un pouvoir réfléchissant très élevé dans le prochain infrarouge, mais nous on ne le voit pas le prochain infrarouge. Par contre on a des instruments sur les satellites qui permettent de le mesurer. Et vous voyez que selon le corps que l'on regarde, on va avoir des pouvoirs réfléchissants différents suivant les longueurs d'onde. Bon, ça c'est grosso modo le principe pour exploiter de la donnée de télédétection. Les corps réfléchissent différemment en fonction de leur couleur en fait. Alors, très vite, en observation de la Terre, on utilise deux types d'orbites principalement. L'orbite géostationnaire, donc là le satellite tourne à la même vitesse que la Terre. Il est situé sur le plan de l'équateur, il tourne à la même vitesse. Pour ça, il faut qu'il soit à 36 000 km, ce qui fait assez loin. Bon, typiquement, les satellites de télécommunication, ils sont sur ces orbites-là. Mais on a aussi des satellites météo. Donc ça, vous devez voir le soir au journal télévisé des images de satellites. C'est ce satellite-là, satellite européen, qui est positionné à l'équateur au-dessus du golfe de Guinée.
et qui fait des images toutes les 15 minutes. Donc ça, c'est utilisé pour suivre les mouvements des nuages. Donc voilà, il y a un petit exemple. Hein. Bon, ce que vous voyez, c'est le passage du jour. Hein. Alors, à bord, il y a des instruments différents. Le précédent, c'était plutôt dans le domaine du visible. Ça, c'est la partie infrarouge thermique, donc liée à la température. Ce que vous voyez, c'est les océans qui sont à peu près stables, c'est-à-dire qu'il y a une même couleur de gris. Le blanc, c'est les zones les plus froides. Donc c'est le sommet des nuages que l'on voit. Les premiers satellites, ils ont été lancés en 1977. À l'époque, c'était une image toutes les demi-heures. Là, on est en 2018. Même si la résolution au sol, la taille des pixels n'est pas très fine, hein, c'est de l'ordre de 2,5 km, ça fait une masse de données déjà importante. Et ça veut dire qu'on a 30 ans d'archives, toutes les demi-heures, au moins, voire tous les quarts d'heure, sur cette superficie-là, au niveau des mouvements du nuage. Alors, ce qui est utilisé à l'observation de la Terre, c'est aussi des orbites dites polaires. Là, le satellite est à une altitude d'environ 700 km. Son orbite, en fait, est fixe dans ce qu'on appelle un repère galiléen, c'est-à-dire par rapport aux étoiles, l'orbite ne bouge pas, et c'est la Terre qui tourne à l'intérieur. Alors, vous devez comprendre mieux, je pense, sur cette image-là. Donc ça, c'est une représentation en 2 dimensions. Ce que vous voyez en jaune, c'est ce qu'on appelle la trace de l'orbite, c'est-à-dire c'est la projection au sol, à la verticale, du satellite. Alors, ça, c'est un satellite un peu particulier. C'est un satellite, ce qu'on appelle à moyenne résolution, c'est-à-dire le pixel fait 1 km. Mais par contre, ce qu'on appelle la fauchée, c'est-à-dire la largeur du champ de vue, c'est environ 2000 km. Ça veut dire qu'en une journée, il va faire des images sur toutes les superficies d'accent de couleur, mais pas sur les bandes noires. Par contre, le jour suivant, il va compléter, ce qui veut dire qu'en 2 jours, on a couvert toute la Terre. Alors ça aussi, il y a des satellites qui existent depuis plus de 20 ans. Alors, bon, ça c'est un film qui est peut-être un peu long, j'ai pas trouvé le moyen d'accélérer. Donc ça c'est un exemple de prise de vue par un satellite un peu différent, qui est un satellite français, qui s'appelle Pléiade, qui est ce qu'on appelle une mission duale. C'est-à-dire que ça sert à la fois pour des applications militaires et pour des applications civiles. La particularité, c'est que, contrairement au précédent où on faisait des images systématiquement, là, on programme le satellite sur les endroits que l'on veut observer. Par contre, on a des images qui sont petites, qui font 20 km de large, mais la résolution au sol, c'est 70 cm. Donc, 70 cm à comparer à 1 km. Alors c'est un satellite qui est très agile, qui permet de faire des prises de vue en fait assez importantes, malgré le champ de vue. Et puis si je reviens à Sentinel-2 dont je parlais tout à l'heure, c'est la nouvelle génération. C'est-à-dire que là, on va produire des images à partir de 10 mètres de résolution sur toute la Terre, enfin, sauf les océans. Et on couvre la Terre entière en 5 jours. Ça veut dire que tous les 5 jours, on a une image à 10 mètres de résolution sur toute la Terre. Bon, en fait, il y a 2 satellites pour aller à la salle. Chaque satellite, c'est 10 jours, en fait, mais comme il y en a 2, ça fait 5 jours. Bon, schématiquement, comment ça marche ensuite? Le satellite enregistre à bord les données. Et ensuite, quand il va passer en visibilité d'une station de réception, il va descendre les données. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le satellite en permanence, hein, quand on est à Carcassonne, le satellite qui fait le tour de la Terre, quand il est de l'autre côté, on ne le voit pas. Donc on attend qu'il repasse sur une station de réception, il peut y en avoir plusieurs, pour récupérer les données. Alors, ça, ce qu'on appelle la bande X, juste pour vous donner un ordre de grandeur, actuellement on est sur des débits descendants de plus de 400 mégabits par seconde. Donc c'est beaucoup plus que ce que vous avez sur Internet.
Bon, dans certains cas, on descend aussi les données dans d'autres bandes de fréquences, plutôt pour les stations régionales. Bon, ça c'est plutôt pour les pays en développement. Et les centres de contrôle, en fait, ils envoient les instructions dans des débits beaucoup plus faibles. Bon, une fois qu'on a ces données récupérées dans une station de réception, on les achemine sur un centre d'archivage, de traitement, et en permanence, il y a ce qu'on appelle le suivi de qualité image, en termes d'étalonnage de l'instrument, de vérification que tout fonctionne bien, de correction, etc. Bon, c'est un processus assez lourd. Alors, jusqu'à une époque récente, en fait, on avait un compromis, ou un dilemme plutôt. Donc, soit on faisait des images de toute la Terre, tous les jours ou tous les 2 jours, mais on était sur des résolutions au sol faibles, c'est-à-dire qu'on faisait des pixels qui faisaient 1 km à peu près, possiblement on est allé vers 200 mètres. Soit on avait des images très fines, très détaillées, mais par contre c'était sur des zones réduites et c'était de temps en temps. Donc c'était l'un ou l'autre. On ne pouvait pas avoir une image de Carcassonne à 50 cm de résolution tous les jours. Alors, pour vous donner une idée de ce que ça représente, je reprends plusieurs images. Là, vous avez une image à 1 km sur une zone en France. Alors, ça peut paraître grossier. Vous avez l'Inde à droite, là, vu par le satellite de ce type-là. En fait, ça c'est déjà intéressant pour les applications, par exemple, d'études du cycle du carbone. C'est-à-dire comprendre comment la végétation, les océans fonctionnent, comment ça interagit avec l'atmosphère et où passe le carbone que l'on émet, peut être réalisé avec ce type d'études. On n'a pas forcément besoin de beaucoup de détails. Bon. Juste la différence entre 1 km et 20 mètres, vous l'avez en dessous, c'est la même zone. Donc vous voyez, le niveau de détail est quand même très différent. Par contre, les images, jusqu'à une date récente, type spot, satellite français, c'était des images de 60 km par 60 km. Donc si vous vouliez couvrir toute l'Occitanie, le même jour, ce n'était pas possible. Alors, pour vous donner une idée de ce que ça veut dire à la résolution, donc ça c'est Toulouse, c'est une résolution de 10 mètres. Donc pour ceux qui connaissent Toulouse, vous voyez la Garonne, vous voyez l'île du Ramier, le stadium, et le centre-ville qui est dans le Périgord. Donc l'image complète fait 60 km, enfin, pas sur l'extrait ici. Juste au passage, vous voyez beaucoup de rouge dans cette image. Ce spot en fait avait des bandes spectrales, donc des mesures, dans le rouge, vert et proche infrarouge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bleu. Or, pour recomposer une image en couleur naturelle, il faut que le vert bouge. Et en plus, c'est un héritage de la photographie aérienne, où l'IGN en particulier utilisait des pellicules qu'on appelait infrarouge couleur. Et la végétation, dans ce cas-là, elle est représentée en rouge. On pourrait la mettre en vert. Alors en fait, le processus, comment fonctionne-t-il? On a plusieurs bandes spectrales mesurées par le satellite. Donc chaque longueur d'onde, en fait, c'est une image noir et blanc qui représente l'intensité de la lumière reçue. Non, pas d'expression automatique. Donc on peut avoir 3, 4, les derniers satellites, c'est 13 ou 14 bandes spectrales. Ensuite, pour représenter ça en couleur, il faut en choisir 3. Et donc on décide de mettre une bande spectrale dans une couleur particulière. Donc ici, le prochain infrarouge, on ne le voit pas, nous, on le transcrit en rouge. Bon, ça c'est une image Spot 5, donc la nouvelle génération, qui donne 2,50 m de résolution. Donc là, vous commencez à voir la place du Capitole, ceux qui connaissent, et la place Wilson. Et ici, c'est Pléiade, donc le satellite agile que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, c'est 70 cm de résolution. Donc, pour des problématiques plutôt d'aménagement, là, ça commence à devenir intéressant. Un petit exemple pour illustrer le fait que, à partir du moment où le satellite est agile,
peut faire des prises de vue à la verticale, mais suivant n'importe quel angle. Donc si on fait deux images avec deux angles différents d'une même zone, on peut restituer le relief. C'est ce qui a été fait ici, sur le Tibet. Alors pour la petite histoire, c'est une zone où il y a des glaciers. Des collègues ont vu une fracture dans un glacier. Ils ont prévenu les collègues chinois. Et 2 jours après, il y a eu une première avalanche qui s'est déclenchée. Et le surlendemain, il y en a une autre partie. Donc ce que vous voyez là, c'est la masse de glace dans les précédents là. Ça, c'est le résultat des avalanches. Enfin, c'est plus que des avalanches, c'est le glacier qui dérape. Et comme on a dans la stéréo, on peut estimer la quantité de glace qui a été déplacée lors de cet événement. Alors actuellement, on a connaissance de ce qu'on fait de mieux en satellite civil, c'est 46 cm de résolution. Donc ça c'est un exemple, c'est un satellite américain qui permet aussi de faire des vues obliques, c'est une vue américaine. Bon, en gros, on assiste quand même depuis quelques années à une course à la résolution, c'est-à-dire les industriels, qu'ils soient privés, publics, ont tendance à aller vers la plus haute résolution possible. Donc là, on va être à 30 cm très bientôt. Alors ce que je vais essayer de montrer aussi, c'est que la résolution, ça ne fait pas tout. Alors il y a un programme européen là, qui a démarré dans à la fin des années 90, qui s'appelle Copernicus, qui est vraiment une culture très forte dans le domaine de l'observation de la Terre. Alors, pour vous donner un ordre d'idée quand même, parce que c'est important, le coût sur la période 2014-2015, c'est 3,8 milliards d'euros. Un satellite, Sentinel-2, celui qui est là, le premier exemplaire, alors je n'ai pas le prix exact en tête, mais c'est 250 millions d'euros. 250 pour 100 millions d'euros. Pour une durée de vie qui est de l'ordre, enfin, qui est spécifiée à 7 ans. En fait, ça dure plus que ça. Bon, c'est des chiffres importants, ça fait 1 euro par habitant européen et par an. Ce que prévoit la Commission européenne, vous verrez si elle a raison, c'est un retour sur investissement de x3, voire x10. Et 48 000 emplois. On verra si ces promesses sont tenues. Alors pourquoi l'Europe a fait ce programme? Sur des problématiques de besoins mondiaux liés à l'environnement. Alors derrière, il y a des considérations géopolitiques. Et on ne va pas laisser les Américains avoir toute l'information sur l'environnement, l'état des récoltes. Il faut qu'on ait une source d'information indépendante. C'est un peu comme un plan militaire, c'est la suite de la guerre en Irak, où les informations provenaient des satellites américains, et les Américains nous donnaient ce qu'ils voulaient dire, que le gouvernement français de l'époque a décidé de lancer un programme militaire. Les problématiques, c'est gestion de l'environnement, l'impact du changement climatique, donc l'évaluer et essayer de l'atténuer, et puis un gros volet qui se renforce de plus en plus, qui est la sécurité des populations. Alors sécurité des populations, ça peut vouloir dire tout ce qui est séisme, inondation, sécheresse, glissement de terrain, tout ce que vous pouvez, tremblement de terre, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est aussi des aspects plus sécuritaires, comme la surveillance maritime. La surveillance maritime, ça veut dire être en mesure d'identifier tous les bateaux qui essaient de se faufiler dans les mains du filet. Même si l'Europe n'a pas de compétences militaires. Et ce programme Copernicus, en fait, il a 3 composantes. Une composante spatiale, une composante donnée in situ, c'est-à-dire les mesures sur le terrain, dans les océans, parce que le satellite, sans les mesures locales, est un peu à l'aveugle. On a toujours besoin d'associer les deux. Et puis une composante service, donc ça j'en parlerai un peu plus loin. Bon, très rapidement, c'est un programme qui est mis en œuvre par la Commission européenne, avec les États membres. Et la partie composante spatiale, les satellites, c'est sous maîtrise d'ouvrage ESA. Donc ESA, c'est l'Agence spatiale européenne.
Alors, ce qui est nouveau dans le programme, c'est qu'il y a un vrai plan de développement. Donc ça, je crois qu'on doit dire merci à l'Europe. C'est une vision de long terme. Il y en a assez peu en ce moment pour que ça mérite d'être salué. La vision de long terme, c'est de dire, ben voilà, on a tel besoin, tel type de satellite peut répondre à toute ou partie des besoins. Donc ici, vous voyez les premiers qui sont partis, c'est des satellites radars, des satellites optiques, donc les imageurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Ceux-là sont partis aussi, c'est la moyenne résolution. Ce qui est parti aussi, c'est celui-là, le chimie atmosphérique. Donc là, c'est une mesure d'ozone, de dioxyde d'azote dans l'atmosphère, aérosol, enfin, un tas de... Et ce qui est prévu, c'est ça qui est important, c'est une continuité. C'est-à-dire, dans l'hypothèse où chaque satellite dure 7 ans, bon, en fait, il va durer plus, on prévoit déjà la suite. Donc là, actuellement, on démarre des études pour la génération 2030. Et on vient de s'avancer les satellites et on pense déjà à la génération suivante, parce que le temps de développement des satellites, c'est 10 ans. Alors, au niveau européen, là, le premier qui est passé vite, c'est Galileo, donc ça c'est le GPS européen, qui commence à rentrer en opération. Sentinel 1, donc ça c'est du radar, avec des antennes assez importantes. Un exemple de ce que peut faire un radar n'est pas gêné par la couverture nuageuse, puisque c'est lui qui envoie l'onde et qui la récupère, donc il peut faire jour, il peut faire nuit, ça n'a pas de problème, et ça traverse les nuages. Donc là c'est un exemple sur l'Antarctique d'un iceberg en fait, qui se détache du continent antarctique. Vous avez quand même l'échelle ici, c'est 36 km. Bon, et ça, bien sûr, ça va donner des icebergs. Donc, les Canadiens utilisent ce genre de système pour la route des bateaux. Dans le Grand Nord, identifier où sont les icebergs et favoriser faciliter le trajet des bateaux. Sentinel-2, j'en ai déjà parlé. Alors, donc, je disais tout à l'heure, revisite 5 jours avec 2 satellites. C'est une couverture mondiale sur les océans. C'est systématique. C'est ça qui est vraiment nouveau, c'est vraiment une couverture mondiale, systématique et données libres et gratuites. Pour tout le monde. Le secteur public, privé, etc. Et il y a une continuité assurée pour les 20 prochaines années. Donc ça c'est important pour les gens qui investissent pour développer des services. Il faut qu'ils aient la garantie que dans 5 ans, dans 10 ans, ils auront toujours la ressource en données pour développer des applications. Alors, je vous donne un petit exemple. Alors, c'est pas Sentinel-2, mais c'est un peu équivalent. C'est tous les 5 jours. Sur l'Australie, vous avez la date en bas, je ne sais pas si vous le voyez, le 28 avril. 3 mai, il ne se passe pas grand-chose. Ici, ce que vous voyez, c'est un incendie qui s'est déclaré. 5 jours après, ah oui, là ça ne présente pas les feux de brousse en Australie. Et vous voyez même des foyers secondaires qui s'allument ici. Et le dernier, Sentinel 3, donc lui c'est des couvertures à 250 mètres de résolution, tous les jours, sur l'ensemble de la planète, océan compris. Donc ça c'est un extrait sur l'Europe, un jour où il faisait particulièrement beau. Ça n'arrive pas souvent ça. Surtout à ce moment. Bon, à partir de là, l'image n'est pas très jolie, mais à partir du moment où on a des images tous les jours, on va prendre ces données-là, on va les filtrer pour enlever les nuages. Donc ça c'est exactement l'informatique. Et ce qu'on voit ici, en fait, c'est l'avancée du printemps au fil du temps. Je ne sais pas si vous voyez sur l'Afrique, vous avez une remontée de... Plus c'est l'air, plus il y a la végétation. Donc ce que vous voyez ici, c'est la mousson qui remonte vers le nord, la végétation qui se développe. Et ici, c'est la vague de printemps qui part de l'Europe de l'Ouest et qui va ensuite s'étendre vers la Russie.
exemple. C'est au sud de Valence, ce sont des rizières. Donc ce que vous voyez en noir, par rapport à la première image, bon, il y a quelques nuages. Ici, c'est la mise en eau des rizières. Et puis ensuite, au fil du temps, la mise en eau continue. Et ce qui va se développer, bah, c'est le riz dans ces rizières-là. Bon, là, il y a un peu trop de nuages. Okay. Donc, ça veut dire qu'à côté de l'information liée aux longueurs d'onde et à la mesure de la réflexion de la lumière, on a une information sur le développement dans le temps des processus. Donc c'est ça qu'on va utiliser, l'évolution dans le temps et les mesures instantanées dans diverses longueurs d'onde. Juste un petit exemple aussi, ce que l'on peut mesurer à partir de satellites, même si ce n'est pas encore très opérationnel, ça fera partie de la prochaine génération, sont les températures. Donc ça c'est un exemple. Alors un peu extrême, parce que c'est le 10 août 2003 sur la région Toulousaine. Donc 2003, si vous vous rappelez bien, il a fait assez chaud et assez sec. Ici c'est l'aéroport de Blagnac. Ce que vous voyez ici, tout ce qui est bleu foncé, en fait ce sont soit des parcelles de maïs irriguées, qui ne vont pas tarder à sécher, ou la forêt de Bouclone. Et si on reprend l'échelle, on a des écarts de plus de 20 degrés entre une parcelle de maïs, donc qui est à 31-33, et l'aéroport de Blagnac qui est à 50 degrés. Ça veut dire qu'en utilisant ce type d'image, vous pouvez identifier très rapidement quelles sont les parcelles irriguées et celles qui ne sont pas irriguées. Voire dire combien d'eau il y a autour. Autre type d'application, là ça s'est développé dans mon laboratoire par un collègue, ce sont des cartes d'occupation du sol. En utilisant ces données tous les 5 jours sur l'ensemble du globe, en croisant ça avec des bases de données IGN et autres, on arrive à produire une carte qui pour chaque point représente l'occupation du sol avec une résolution de 10 mètres. Pour faire ça, on a manipulé 100 téraoctets de données. Juste pour vous donner une idée. Bon, la même carte agrandie, donc ça c'est Toulouse qui apparaît en violet. Donc ça c'est une carte d'occupation du sol, donc on donne la couleur que l'on veut à une classe donnée. Ce qu'on appelle une classe, c'est culture d'été, culture d'hiver, forêt, bâti, etc. En bas à droite, vous avez le lac de Lanandise. Bon, en fait, ce sur quoi on joue, c'est l'évolution dans le temps du signal. Alors, à la fois son niveau et la forme de l'évolution dans le temps. Il y a un exemple relativement simple ici. Vous voyez peut-être pas. Ici, c'est le mois de février, et ici, c'est le mois de novembre. Ici, c'est ce qu'on appelle un indice de végétation, qui reviendrait. Plus il est élevé, plus il y a de végétation verte. Ce qui est évident, c'est que si on est sur des cultures d'hiver, on va avoir un indice de végétation élevé, puisque la végétation, le blé en ce moment, il est au printemps, l'hiver c'est pareil. Blé colza sont verts pendant l'hiver. Donc ça, on va le voir. Par contre, maïs tourne au sol, s'il n'y a pas eu de culture intermédiaire, ben, ça va être du sol nu, des chaumes, et donc on va avoir un signal qui augmente au printemps. Et si on a beaucoup d'images, bon, là c'est un cas un peu exagéré, mais enfin réel. Ce qui est jaune, c'est du colza en fleurs. Si vous avez la chance d'avoir une image sans nuage au moment de la floraison du colza, vous avez 99 chances sur 100 d'identifier correctement le colza. Alors ça commence à être utilisé. Donc nous on a fait un projet avec des partenaires européens. On ne voit pas bien. Hein. C'est une carte des principales cultures sur l'Ukraine. Donc l'Ukraine, c'est 600 000 km². L'information sur quelles sont les cultures plantées, ben, ça intéresse le ministère de l'Agriculture, ça intéresse un tas de gens pour faire des statistiques agricoles, prévoir des rendements, etc. Donc voilà, on est capable de faire ça à 10 mètres de résolution sur l'ensemble de l'Ukraine, on l'a fait sur le Mali et sur l'Afrique du Sud. Bon, là aussi, il y a un paquet de données derrière. Hein. On doit être plutôt à 150 Tera.
D'autres types d'informations, donc ça on travaille avec les organismes de gestionnaires de l'eau, c'est la cartographie des cultures irriguées. Donc là c'est un peu, j'allais dire, brut. Je veux dire, en bleu c'est toutes les cultures qui sont irriguées, cultures d'été, et en vert c'est les cultures qui ne sont pas irriguées. Ça sert aux gestionnaires, on commence à l'utiliser pour anticiper les besoins en eau sur un bassin. Donc là, vous voyez, c'est un gros bassin, c'est 12,9%. Anticiper les besoins en eau par secteur hydrographique. Là, on travaille sur d'autres informations qui permettront de faire les lâchers d'eau pour l'irrigation au bon moment. Bon, on va faire un peu de physique. Donc ça, c'est un cas simple où j'ai repris les longueurs d'onde jusqu'à ce qu'on appelle le moyen infrarouge. Donc 1800 nanomètres pour ceux qui se connaissent. En gros, la partie visible par l'œil, c'est entre 400 ou 500 jusqu'à 600 et quelques. Donc la partie visible, c'est ça. Ici, j'ai reporté la réflectance, donc le pouvoir réfléchissant de la végétation, en vert. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a des bandes d'absorption à certains endroits. Et en bleu, c'est une courbe typique de sol. Et ce qu'on représente ici, c'est ce qu'on appelle les bandes spectrales, c'est-à-dire c'est les fenêtres de mesure de l'instrument. Donc ça, c'était sur Spot. Donc on ne mesure pas tout. On va mesurer dans le bleu, le rouge, le proche infrarouge et le moyen infrarouge. Alors, un indice de végétation, je vous le présente parce qu'on va en parler pas mal ensuite. Moi, j'ai pas mis mon chrono par contre, je sais pas combien. Quelqu'un qui prend le métro? Elle marche pas celle-là. Bon, j'ai mon téléphone. Elle marche, elle a une heure de retard, mais elle marche. Ah, elle a une heure de retard. D'accord. C'est pas moi le cas. Oui, j'accélère. Le principe d'indice de végétation de bâtiment sec, si vous prenez une mesure dans le rouge et le prochain infrarouge sur du sol, que vous calculez un indice, d'ailleurs j'ai oublié une parenthèse, en gros, cette valeur-là, moins cette valeur-là, divisée par la somme des deux, vous obtenez un chiffre relativement faible, de l'ordre de 0,1, 0,2 maximum. Si vous faites la même chose sur de la végétation, là vous avez un gros écart, puisque la végétation absorbe beaucoup dans le rouge, et réfléchit beaucoup dans le prochain infrarouge. Donc on va arriver à des valeurs de 0,8. Donc cet indice il varie entre moins 1 et plus 1, en pratique entre 0,1 et 0,8, 0,9. Il permet de mieux représenter la végétation en traitement de décimales. C'est très simple à utiliser. Et en plus, il compense les effets de pente. Alors, voilà l'intérêt de cet indice. C'est que ici, c'est 4 parcelles, je ne sais plus ce que c'est sur les feuilles du maïs. 4 parcelles de maïs où on représente cet indice de végétation. Donc, cet indice de végétation, en fait, il est très bas. Il diminue même, probablement, quand il y a du travail de sol avant le semis. Et ensuite, dès qu'il y a la croissance, il augmente. Okay. Il augmente, il y a un plateau qui correspond au plateau de développement de la culture. Si on rapproche ça de ce qu'on appelle l'indice foliaire. L'indice foliaire, c'est la superficie des feuilles. Superficie de feuilles vertes par unité de surface de sol. Donc en gros, si vous avez une feuille qui fait 1 mètre carré, sur 1 mètre carré de sol, l'indice foliaire vous sur du blé, chez nous, on monte à 6. C'est-à-dire qu'il y a 6 mètres carrés de feuilles vertes par mètre carré de sol. En fait, on arrive à relier les deux. Donc, LAI, c'est l'indice foliaire et l'indice de végétation. Donc là, on a un moyen d'accès, qui n'est pas parfait, mais qui fonctionne quand même assez bien, entre la mesure du satellite et le développement de la plante. Et on peut utiliser ça au fil du temps, en interannuel, enfin, il y a diverses manières de l'utiliser. Bon, là, il y a 4 courbes qui sont pour des prairies, des forêts, du blé et du maïs. Si je prends le maïs, la courbe bleue, c'est 2002.
2002, on a une belle courbe classique où la végétation croît, ensuite va jaunir, puis va être récoltée. 2003, grosse sécheresse, température chaude au printemps, ça démarre bien. Et autour du début août, interdiction d'irrigation. Donc l'indice de végétation, en fait, diminue très très vite. Ça correspond sur le blé à des pertes de rendement de 30% à peu près. Sur le maïs, on ne peut même pas parler de perte de rendement puisqu'ils ont pu passer un maïs d'ensilage quand ils ont pu. Et ce qu'il faut voir, c'est que ça, on est capable de le faire maintenant, monde entier, à 10 mètres. Donc ça, c'est un exemple, parce que nous, on a travaillé sur la préparation de ces satellites-là. C'est un exemple avec un autre satellite qui montre, sur un an, l'évolution de cet indice foliaire. Bon, l'indice de végétation serait pareil. Vous avez l'alternance culture d'été, culture d'hiver. Ce genre de choses, maintenant, ça commence à être commercialisé pour faire ce qu'on appelle l'agriculture de précision. Je reviendrai. C'est-à-dire qu'un certain nombre de sociétés offrent des services aux agriculteurs à l'échelle de la parcelle pour mieux distribuer les engrais ou moduler la densité de semis. Il y a des services qui sont gratuits, des services qui sont payants. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que le satellite, lui, il va mesurer à la lumière. Uniquement. Émise, réfléchie. En fait, ce qui va nous intéresser, nous, dans les problématiques environnementales ou agricoles, ce sont des quantités que l'on ne mesure pas par satellite. C'est-à-dire, c'est l'évaporation, l'humidité du sol, la production primaire, c'est-à-dire la quantité de CO2 fixée par la végétation, le rendement, c'est les cultures, le carbone contenu dans le sol. Et en plus, on a un objectif en général de prévision. C'est-à-dire que ce qui va intéresser un gestionnaire de l'eau, c'est pas tellement qu'on lui dise aujourd'hui il y a eu telle consommation d'eau, c'est de lui dire dans 15 jours ou un mois, en fonction de scénario météo, les réserves que l'on a sont suffisantes ou pas. Et sur les rendements, c'est pareil. Estimer un rendement en fin de campagne agricole, c'est intéressant. Mais si dès le mois de mai, on est capable de dire ben, le rendement du blé va se situer entre telle fourchette, et puis progressivement affiner la prévision, ça intéresse beaucoup plus. Ce qui veut dire que non seulement on n'a pas accès par satellite aux variables d'intérêt, mais qu'en plus, souvent il y a un besoin de scénario de prévision. Et là, le satellite, il ne peut pas voir le futur. Donc on va passer par des modèles. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un modèle de culture, par exemple, c'est quoi? C'est un modèle qui va utiliser des cartes d'occupation du sol pour savoir si c'est du blé, du colza, de la forêt ou autre chose. Des cartes de sol pour savoir quelle est la capacité du sol à retenir l'eau, par exemple. Des données météo, dont certaines peuvent être obtenues par satellite, et des images satellites. Et les images satellites, leur principal rôle, ça va être de fournir des cartes d'occupation du sol, cartes de culture par exemple, et l'évolution dans le temps de ces cultures. Vous imaginez bien que sur un pays comme l'Ukraine, 600 000 km², et je ne sais pas combien de parcelles, si l'on voulait en temps réel avoir la localisation des parcelles, il faudrait des équipes d'enquêteurs au sol phénoménales. Donc le satellite apporte ce genre d'informations. Et sans compter qu'il n'y a pas d'informations qu'on mesure pas sur le terrain en général, c'est le développement, le stade de développement du futur. Bon, quand on rentre tout ça dans la moulinette informatique, ben, ce qu'on ressort, c'est de la biomasse. C'est la biomasse sur pied de l'époque. La production primaire, c'est le CO2 fixé, le rendement, et éventuellement les besoins en eau des cultures. Bon, ça c'est des exemples qui sont un peu anciens, mais voilà, on est capable d'estimer les besoins en eau des cultures au fil du temps. Donc ça c'est intégré mensuellement sur de grandes régions. Bon. Et après, en utilisant des SIG, on peut agréger tout ça comme on veut. Ici c'est à l'échelle de canton. Donc vous voyez le canton de Muret là, qui est le plus sombre, c'est celui qui a le besoin de plus d'eau
3 500 000 mètres cubes d'eau pour le mois de juillet. Et on peut faire des estimations. Alors ici, c'est en haut et en bas, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en haut, c'est moyenné à l'échelle de la parcelle, et en bas, on a gardé les pixels à 8 mètres. Alors, ce que vous voyez ici, c'est l'évolution dans le temps de la biomasse sur des champs de tournesol. Et au passage, vous pouvez voir aussi les différences entre parcelles, mais aussi les hétérogénéités au sein des parcelles. Bon, là je vais passer, on a fait la même chose sur le blé pendant plusieurs années, où on estime l'indice foliaire, le rendement, l'évapotranspiration, les bilans de carbone, avec des résultats qui sont assez encourageants sur le maïs. Donc ça c'est la comparaison entre, alors, à l'échelle départementale, entre les estimations du ministère de l'Agriculture et nos estimations. C'est agrégé au département, à l'échelle de la parcelle c'est moins beau. Mais le gros intérêt, c'est que on peut le sortir France entière de manière uniforme, ou Europe entière si on veut. Alors tout ça, c'est utilisé par l'Europe à travers son centre de recherche pour faire du suivi à l'échelle de l'Europe, donc des avertissements, des estimations. Mais c'est utilisé aussi sur certains pays étrangers. Donc l'Europe va regarder l'évolution des indices de végétation, par exemple sur la Russie. Donc là, il y a des intérêts au niveau du marché. Ce qu'on fait aussi en radar, ça c'est sur le delta du Mekong. On va récupérer un certain nombre d'informations sur le riz. Alors c'est du radar parce que le delta du Mekong, il y a beaucoup de nuages. Là, on peut déterminer tous les stades, pas mal de stades de développement du riz, mais en particulier à interannuel, des variations de mise en culture qui sont liées à des phénomènes climatiques. Bon, après, il y a d'autres satellites qui ont une couverture mondiale, qui ont des gros pixels, mais qui vont permettre d'estimer l'humidité du sol, des stress hydriques. Donc ça, c'était en 2015, où on identifie des zones en rouge, il y a des problèmes de ressources en eau, de pluie insuffisante, sur l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Australie, etc. Alors, ça pouvait intéresser certains d'entre vous. Au niveau français, vous avez bien compris qu'on est dans une époque où on va recevoir de plus en plus de données de satellites qui vont couvrir la Terre entière. Donc il y a des enjeux commerciaux, des enjeux géopolitiques, des enjeux environnementaux. L'Europe s'organise. Au niveau français, il y a un début d'organisation qui peut paraître assez mirifique sur le papier, mais qui est quand même loin pour l'instant de tenir toutes ces promesses parce que les financements ne suivent pas. Mais il y a un partenariat entre le CEA, le CEREMA, le CIRAD, le CNES, le CNRS, l'IGN, l'INRA, l'Institut de recherche pour le développement, Météo France, etc. et l'UNERA. Et dans du beau monde, l'idée c'est de récupérer l'ensemble, le maximum de données spatiales, avec certains critères, de faire des traitements avancés dessus, parce qu'il ne suffit pas de prendre une image et de l'exploiter comme ça. Il y a des traitements à faire pour les mettre en projection cartographique, pour enlever les nuages, pour corriger l'atmosphère, parce qu'en optique, entre le satellite et la surface, il y a l'atmosphère qui va modifier le signal. Donc le but, c'est de mettre à disposition, pour l'instant, le maximum des utilisateurs ces données-là avec le meilleur niveau de traitement possible. L'idée, c'est de ne pas ajouter plus de contraintes sur les licences d'utilisation que d'en mettre les fournisseurs. Donc, typiquement, quand ces données européennes, les données sont traitées et mises à disposition gratuitement pour tout le monde, public, privé, particulier. C'est des données qui sont fournies par Airbus, par exemple, c'est des données payantes. Elles sont mises à disposition gratuitement des acteurs du secteur public ou des prestataires des acteurs publics. Donc là, ce qui est fait par exemple, c'est une couverture annuelle de la France à 2,50 m de résolution, donc c'est 1 mètre. Tous les ans. C'est aussi les pré-traitements de données Sentinel-2. Donc ce que vous voyez là, c'est des processus qui permettent de filtrer les nuages et de les
de créer un plan d'information qui dit là il y a un nuage, là il y a un nombre de nuages. Donc ça c'est utile pour le traitement. Mais actuellement, donc, ça c'est fait au Prince. Ce qu'on traite, c'est une grosse partie de l'Europe de l'Ouest et ensuite un certain nombre de sites liés à des projets un peu partout dans le monde. Alors, si on en vient au Big Data, l'utilisation des données d'observation à la Terre jusqu'à présent, bon, je suis désolé, c'est en anglais. C'était quoi? C'est que ben, il y a un utilisateur, chercheur ou autre qui était dans son bureau, qui se connectait à des données satellites, des données météo, d'autres types de données, alors, soit via Internet, soit à une époque c'était des commandes. Je connais une époque où on a envoyé un bon de commande à l'Agence spatiale européenne et on recevait des cartons avec des bandes magnétiques. Après il y avait Internet, mais on déplace de la... L'idée c'est les programmes tournent chez vous, vous allez chercher les données, vous les faites tourner sur vos ordinateurs. Okay. Et ensuite, si vous êtes une boîte privée, vous allez fournir cette information à des boîtes à valeur ajoutée, aussi des fournisseurs de services aux utilisateurs finaux, etc. Ce qu'il faut voir, c'est qu'actuellement, SNEL 1, 2 et 3, c'est à peu près 6 téraoctets de données par jour. Je vous ai dit tout à l'heure, pour traiter un an sur la France, c'est 100 téraoctets. Donc si vous vous amusez à déplacer les données chez vous, ça va prendre du temps. Même si au niveau recherche ou autre, on peut avoir des données spécialisées qui vont un peu plus vite que ce que vous avez à la maison, ça reste quand même très très vite. Sans parler que si vous travaillez avec, c'est notre cas, avec des pays africains, eux ils ont des connexions Internet encore plus mauvaises en général que nous. Ce qui veut dire qu'il est exclu qu'ils aillent chercher des données Sentinelle-2, Sentinelle-1, par exemple sur tout le Sénégal, pour faire le traitement chez eux. Pour l'instant, c'est difficilement envisageable, techniquement, même si techniquement c'est souhaitable. Donc l'idée c'est qu'on va déplacer, non pas les données, mais les programmes. Et donc on rentre dans ce qu'on appelle le cloud. C'est-à-dire qu'on va avoir des bases des archives et des bases de données qui vont être gérées par un certain nombre d'organismes. Et en plus des données, il y aura des espaces de calcul avec des bibliothèques adaptées ou vos propres bibliothèques, et vous allez faire un traitement à distance et vous allez récupérer uniquement le résultat. Parce qu'une carte d'occupation du sol de la France, c'est 100 téraoctets pour la produire en entrée, en termes de données. Par contre, le résultat, je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est 800 mégaoctets. Donc, c'est pas non plus la même chose. Alors, là où ça se complique, c'est que pour faire ça, c'est quand même des gros moyens de calcul. Donc, au niveau européen, ce qui a été mis en place, c'est ce qu'ils appellent les segments sols collaboratifs. C'est-à-dire, dans plusieurs pays européens, il y a des centres qui vont récupérer toutes les données et les mettre à disposition. Sauf que pour l'instant, c'est encore le début, c'est-à-dire que tous les moyens de calcul associés ne sont pas mis en place. En gros, on a les données, mais on n'a pas le cadre qui va avec. Donc là, il y a des programmes européens qui ont été mis en place. Il y a 5 groupes qui ont été choisis, 5 groupes privés, pour développer ces capacités de traitement dans le cloud de les institutions régionales. Donc les groupes ils sont pilotés par Atos, par Airbus, et puis les autres, je les ai oubliés, mais c'est à peu près le... Donc en gros, une question qu'on peut se poser, c'est il y a une ressource payée par le public, qui est mise à disposition de l'ensemble du public, mais il y a des mécanismes privés, des mécanismes marchands. Bon, tout ça c'est un cours d'évolution. Alors, là où les gens s'excitent beaucoup dans le domaine agricole, c'est l'agriculture numérique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, c'est très orienté à l'agriculture de précision. C'est-à-dire, à l'échelle du champ, je veux mettre des engrais au mieux, suivant les différents critères, pour optimiser ma production, optimiser mes marges,
limiter la pollution, peut-être, mieux lutter contre les maladies, etc. Donc on en reste des visions très, très parcellaires. Et ça, actuellement, ça excite beaucoup les gens parce que y a Internet, il y a les données satellites, il y a le positionnement GPS et Galileo. Maintenant, les tracteurs sont vendus avec GPS. Il y a les drones, il y a l'Internet des objets. Nous, on a des projets sur ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à bord des tracteurs, on va embarquer, d'une part une boussole, c'est-à-dire que ça c'est pas de la science-fiction, on l'a déjà fait. C'est-à-dire qu'on récupère on produit des cartes à partir du satellite, on le met sur une clé USB, on rentre la clé USB sur le tracteur. Il va répandre ses engrais, par exemple, uniquement piloté, si l'agriculteur le souhaite, par la console qui est à bord du tracteur. L'Internet des objets, alors ça peut s'adresser à des tas de choses. Ça peut être des capteurs météo qui sont installés dans le champ, par exemple. Et ensuite, on va récupérer l'information d'humidité du sol, de précipitation, de température, directement dans un logiciel qui va intégrer toutes ces données, satellites, etc. Bon, ça c'est la grosse excitation du moment. Bon, pour moi, le défaut, c'est quand même qu'on en reste une vision très parcellaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas une approche qui prendrait en compte, par exemple, le bassin versant. Donc une approche beaucoup plus territoriale. Ça va peut-être. Bon, j'en viens à la conclusion, parce que j'ai déjà été trop long. Dans le domaine de l'information géographique, on est, je pense, vraiment dans une révolution dont on ne sait pas forcément ce que ça va donner. Et ça, c'est lié à l'arrivée d'outils bon marché type GPS et Galileo, donc tout ce qui est positionnement. Le CNES a développé une application brevet qui commence à être commercialisée avec un smartphone Android, alors il faut les derniers Android. Vous avez une précision de l'ordre de 10 cm sur votre téléphone. Ça change la donne aussi. Donc il y a le positionnement, les données satellites, il y a l'Internet, les capacités de calcul, les vecteurs, l'Internet des objets, tous les développements de capteurs aussi. Les capteurs de transmission de l'information, je ne sais pas si vous connaissez la société Sigfox, vous avez ce sont des puces en fait, de communication sur les ondes de radio qui permettent de transférer un volume d'information très faible. C'est l'idée contraire d'augmenter les débits d'Internet, c'est le contraire de dire on peut faire des puces qui consomment quelques microwatts, qu'on peut associer des capteurs de 20 centimes, qui peuvent transmettre de l'information à distance, au moins sur 20 km, de manière régulière. Donc si vous mesurez une température, par exemple, toutes les demi-heures, vous n'avez pas besoin d'un gros débit. Vous allez envoyer la température à la vitesse du vent, ou quelque chose comme ça. Un réseau d'antennes sur toute la France qui existe déjà, et vous récupérez toutes les données des capteurs centralisées. Ce qui a évolué aussi, c'est tous les logiciels open source, en association avec des standards d'interopérabilité. Donc ça, je ne peux pas rentrer dans les détails, je pense qu'en licence vous voyez ça. C'est qu'il y a des standards qui sont définis sur la manière d'échanger les données. Ce qui veut dire que pour l'utilisateur, vous pouvez vous connecter à des machines différentes, ce sera transparent pour vous. Bon, bien sûr, ça rencontre aussi des enjeux de société ou sociétaux, des préoccupations liées à l'environnement, à l'augmentation de la population qui impose de produire davantage de nourriture, de moins impacter l'environnement. Donc ça pose des questions sur est-ce qu'on a la capacité à mettre tout ça en moi, est-ce qu'on a la capacité à en tirer le meilleur, on va dire dans un sens plutôt de bien commun, ou est-ce qu'il va y avoir une même mise de certains sur ces données-là. Alors, je n'ai pas insisté là-dessus, mais dès que la Commission européenne, enfin l'Agence spatiale européenne, a mis en place des serveurs où étaient disponibles les données Sentinel-2 et Sentinel-1, ces données ont été
copié, avec l'accord de la Commission européenne, par Google et Amazon. Et Google a mis en place un outil qui s'appelle Google Earth Origin, qui vous permet, avec assez peu de compétences finalement, de traiter sur ces machines les données de satellite. Éventuellement, de mettre vos données en place aussi. Et Amazon fait la même chose. Actuellement, Amazon gagne plus d'argent avec le cloud qu'avec la vente de télévision ou de bouquins. Donc il y a des enjeux de ce type-là. Sur la PAC, donc la politique agricole commune, l'Europe est en train de réfléchir à l'évolution du contrôle. Actuellement, le contrôle se fait par échantillonnage, c'est-à-dire que ce n'est pas toutes les exploitations qui sont contrôlées. Là, avec ces moyens-là, on pourrait envisager sur certains aspects, pas tous, ça dépend de la réglementation bien sûr, on pourrait envisager de faire un contrôle systématique. Mais on peut aussi imaginer qu'à partir du moment où on a les données de partout, la PAC sert aussi à offrir un service aux agriculteurs et aux acteurs non agricoles. Donc ça, c'est des discussions qui sont en cours pour 2020. C'est des moyens de contrôle accrus, mais en contrepartie, on fournit un service. Après, pour moi, au niveau recherche, là, ce qui est important dans le domaine environnemental, c'est pas tellement les histoires d'agriculture de précision. C'est plutôt comment on peut utiliser ces données-là pour aller vers une transition agroécologique ou énergétique. On peut très bien imaginer qu'on croise des données de terrain sur les maladies des cultures ou des ravageurs, avec des données satellites, avec des données météo, pour essayer de mieux comprendre l'écologie des ravageurs, et ensuite imaginer des moyens de lutte. Les moyens de lutte, ça peut être éviter de mettre les parcelles de maïs à côté et mettre un espace suffisant entre elles. Puis un des gros enjeux aussi, mais ça c'est plus la géopolitique, c'est le développement des services en support à la politique étrangère, qu'elle soit nationale ou européenne. Et là aussi, on peut être dans un schéma où on va vendre de l'information à des pays étrangers, des pays africains, ou on peut être dans des relations plus équilibrées ou de partenariat. En gros, on fait monter en compétence les Mauritaniens et les Sud-Africains. Les Sud-Africains, ils n'ont pas trop besoin de nous. Voilà, en quelques mots, les enjeux de... Alors, je vais vous présenter quand même un petit exemple, parce que ça peut vous servir. Il y a un site qui est très chouette, fait par des Slovènes, avec des financements de l'Agence spatiale européenne. Donc, en gros, c'est comment vous avez un fond de carte. Ici, vous avez... Alors, c'est l'anglais. Ici, vous pouvez chercher un endroit. Donc, on va chercher les cartes. Somme, il le propose. Voilà. Donc, derrière, c'est pour ceux qui connaissent, ça doit être l'OpenStreetMap. Oui, c'est ça. Bon, on peut zoomer, évidemment. Hein, et puis surtout, on peut mettre des images sentinelles. Là, il vous donne la date d'acquisition, 11 mai. C'est pas très récent, mais ça a 6 jours. Alors, c'est 10 mètres de résolution, donc la cité, vous n'avez pas une vue détaillée de la cité. Par contre, vous avez tous les champs. Et ensuite, vous pouvez choisir la combinaison de bandes spectrales dont vous avez envie. Alors, si on prend un indice, c'est quoi ça? C'est l'indice d'humidité. Je ne sais pas ce que c'est. C'est celui-là. Bon, ça c'est un indice qui utilise le moyen infrarouge. Tout ce qui sort en bleu, c'est de l'eau. Si je vais pas trop loin, on va voir la... Bon, vous avez la grande bise.
Donc ça c'est la grande grise le 11 mai. Après, et ici vous avez un calendrier. Alors il faut tomber sur une image claire, hein, parce que là par contre il n'y a pas de filtre pour l'instant, ça va venir. Si je reprends, si je prends le mois d'août, plus de chance de ne pas avoir de nuages. Le couvrage 6, déjà. Bon, je ne sais pas si vous allez le faire chez vous. La grande grise au mois de mai cette année, elle est là. Il y a moyen d'animer les images, hein, mais je ne sais pas encore s'appuyer. Et si vous voulez aller à, je ne sais pas, on va prendre à l'oreille. En couleur naturelle. Vous avez à l'oreille. Alors normalement il y a une réduction à l'oreille, je pense. Donc après bon, j'ai plein de liens. Qu'est-ce que je peux vous montrer devant? Ah oui, c'est pas Google. Google a récupéré les images de cette écran américaine qui s'appelle Landsat, alors qu'il n'y a pas une résolution très fine, hein, de 30 mètres, mais par contre, qui est le premier exemplaire a été lancé à 72. Là, comment c'est écrit en 1984. Donc ce qu'il vous propose là par défaut, c'est en fait l'évolution depuis 2004, non 1984, jusqu'à maintenant. Bon, c'est purement visuel, donc ça c'est, je sais pas, c'est Miami. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre chéri? Las Vegas. Ouais. Illustration du changement climatique en glacier, en Colombie-Britannique, enfin britannique, non, c'est les États-Unis. Belle charme. Le glacier a disparu. Et ce qui est très fort, c'est que vous pouvez aller, vous n'êtes pas obligé de vous contenter de ce qu'a prévu Google là, comme démonstration. Et vous pouvez aller n'importe où. J'arrête ça, parce que sinon... Donc, je ne sais pas si ça ne te passe pas. Ouais. Je ne sais pas, sur l'autre, il n'a pas dû se passer grand chose. Non, mais t'es à la forêt des Landes, par exemple. Je suis sûr qu'il y a des choses qui se sont passées sur la forêt des Landes. Avec les mises à culture, les tempêtes. Les incendies, on les voit très bien sur les images. Je ne vous ai pas montré d'exemple. Bon, ça va un peu vite, mais... En gros, la forêt des Landes, elle s'est limitée de plus en plus. Si vous arrivez à le voir, c'est pas très net. Tout ça c'est de la forêt, a priori. Ça, ce sont des parcelles agricoles qui commencent à apparaître. Bon, voilà, j'arrête là parce que sinon. Il y a plein de sites comme ça. Pour les jeunes, les données sont gratuites, beaucoup. Sur le site du CNES, vous avez accès aux données sur la France. Corriger le meilleur niveau de l'état de l'art. Vous pouvez télécharger. Vous avez des logiciels gratuits. À la fois, vous traitez les données pour les afficher. Donc voilà, vous allez pouvoir vous amuser.
Bonjour, Benoît Pujol, CNRS. Je me posais la question par rapport entre température, CO2 et accumulation de biomasse dans la forêt qui peut être observée par ces images. Au niveau de l'Amazonie, je sais qu'il y a des choses qu'on fait, et ce que je me demandais, c'était en termes de technologie, est-ce que ça utilise par exemple, des images radar, des images à plus basse altitude qui ne sont pas des images satellites, ou est-ce que c'est des images de ce type de satellite que vous avez présenté? Alors, actuellement, forêt amazonienne, comme d'autres forêts tropicales, il y a beaucoup de nuages. Donc en optique, on ne va pas voir grand-chose. L'information qu'on va retirer de l'optique, elle est assez limitée. Donc, en gros, c'est le haut du couvert qui réfléchit la lumière, puis c'est ça qu'on va capter. Donc ce qu'on va avoir, il y a des exemples, justement sur Timelapse, là, si vous allez sur l'Amazonie, vous allez voir de la déforestation. Je pense qu'ils ont déjà un exemple. Mais c'est pas très satisfaisant parce que c'est déjà utile. Hein. Hop. Alors Google au niveau interface c'est quand même des balaises. Donc voilà, ça c'est en Amazonie. Bon, c'est l'exemple classique. Hein. Ce que vous allez voir, c'est les parcelles qui ont été déforestées. Avec la difficulté, bon, les Français ont fait ça sur le Congo, le bassin du Congo. La difficulté, comme il y a vraiment beaucoup de nuages, on n'est pas capable de faire ce qu'on appelle un millésime. C'est-à-dire qu'on va être obligé d'attendre 2-3 ans pour avoir suffisamment d'images pour cartographier la déforestation. Donc ça pose des problèmes en termes de suivi. L'intérêt du radar, là, Sentinel-1, c'est qu'on a l'image tous les 6 jours. Donc là, on a une discussion avec les Brésiliens en particulier, parce que 6 jours, ça veut dire que c'est presque le temps réel. Et quand il y a une déforestation licite, eux, ils peuvent envoyer l'armée pour contrôler le système. Donc là, actuellement, je sais qu'il y a des collègues qui ont fait des cartographies de coupes, et ils essaient même de travailler non seulement sur les coupes rases, mais aussi sur les... dans certains cas, on coupe certains arbres simplement, mais pas tous. Donc ils ont fait ça sur l'ensemble du Vietnam pour 2 ans. Ça, c'est du radar, c'est le Sentinel. Donc suivre les coupes à partir du radar dans des conditions tropicales, je pense que c'est faisable. Et en plus, ça peut faire le travail. Ce sur quoi on travaille actuellement avec l'Agence spatiale européenne, c'est un projet de satellite qui devrait partir en 2021, si tout se passe bien, qui lui va permettre d'estimer la biomasse sur pied. C'est un satellite qui s'appelle biomasse. On travaille dans du radar mais des longueurs d'onde différentes. Et là on va avoir directement une estimation, enfin directement, c'est pas si simple que ça. On va avoir une estimation du plumage des arbres. Et de la révolution, bien sûr. Ce qu'on ne sait pas faire en optique. Les Américains savent estimer les pertes de carbone quand on déforeste avec des satellites optiques. C'est vide. D'autres questions? Je l'ai pas. Là où je crois qu'il y a une question. Ah, oui. Pour le plus grand plaisir de tous, je vais poser la question habituelle. Je sais que ça vous fait plaisir. J'avais 2 petites questions. Vous avez parlé, la première, vous avez parlé de stéréo dans la photographie satellite. Et je voulais que vous nous donniez un peu plus, expliquer ce que c'est la stéréophoto et comment elle est faite. Savoir si elle est plus du même satellite et comment nous aussi moi on peut arriver à faire de la stéréo en photo. Et la deuxième c'était sur au niveau des orbites des satellites, comment où se passe la législation autour de ça. Est-ce que les entreprises privées peuvent avoir accès, comme on dit là, les données sont en open source pour la plupart, et ça pose un problème de cadre de législation entre les pays et aussi pour les citoyens. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous apporter là-dessus? Merci. Alors, la stéréo par satellite, c'est le même principe que la stéréo par avion. Ou la stéréo que vous pouvez faire au sol avec un smartphone.
en prenant 2 photos légèrement décalées. Le satellite, il est à 700 km, il fait des images avec des pixels qui font 70 cm. Alors, dans le cas de Pléiade, il y a une seule caméra, sauf que par rapport à un objet, le satellite avance, on peut faire une première image en bougeant la plateforme. C'est toute la plateforme qui bouge, pour viser avec un angle. Il peut faire une autre image quand il est à la verticale, il peut faire une autre image quand il est passé en visée arrière. Donc là, vous avez bien 2, 3 images, voire plus, avec des angles différents. Et à partir de là, vous êtes capable de reconstituer les 3 dimensions. Ça, on l'a fait, par exemple, il y a un collègue qui l'a fait sur la neige dans les Pyrénées. C'est-à-dire qu'il est capable d'estimer la hauteur du manteau neigeux à 50 cm près, avec Pléiade. 50 cm RMS. Donc là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il a une première image avant la neige, enfin, un couple d'images avant la neige, il fait un modèle numérique de terrain adapté, et ensuite, quand il neige, ben, il fait... Alors, c'est des images qui font 20 km de taille. Donc ça pourrait paraître... et en plus, c'est des images payantes. Donc ça pourrait ne paraître pas très intéressant de couvrir l'ensemble des Pyrénées avec ça. Sauf que sur des problématiques de type alimentation de barrages hydroélectriques, ce qui intéresse EDF, c'est d'avoir une image, enfin, une estimation du volume d'eau disponible au mois d'avril. Excusez-moi, j'ai entendu quelque part. L'autre question, c'était sur les données. Alors là, jusqu'à une date récente, les données spot, par exemple, étaient payantes. Enfin, elles le sont toujours. Elles le sont toujours en fonction de leur fraîcheur. C'est-à-dire que là, il y a eu un accord entre le CNES, Airbus, parce que maintenant c'est Airbus qui opère le satellite spot, pour que les données qui est plus anciennes que 5 ans soient mises à disposition gratuitement des acteurs publics, mais pas du privé. Alors, le privé peut y avoir accès, mais uniquement pour les actions de recherche. Dès que c'est du commercial, il faut qu'il paye. Les données du programme Sentinel, enfin Copernicus, les données sont gratuites pour tout le monde. Il n'y a pas de discrimination. Que ce soit des Européens, des étrangers, c'est pareil, c'est gratuit. Que ce soit des particuliers, des industriels, des sociétés de services ou des services de l'État, c'est gratuit. Les données Landsat américaines ont été aussi ouvertes et sont gratuites. Par contre, il y a un certain nombre de start-up qui se créent, qui vont lancer des constellations de petits satellites. Ils promettent 1 mètre partout tous les jours. Bon, ils sont pas encore. Là, c'est payant. Alors, j'ai plus en tête les prix, mais c'est quelques milliers d'euros, les images type Pléiade de 20 par 20 km. L'ordre de prix, je pense, c'est 6 € le kilomètre carré. Donc je pense qu'ils vont tous se tenir à peu près à ça. Donc il n'y a pas vraiment de législation. Enfin, celui qui produit la donnée est libre de faire ce qu'il en veut, de le vendre ou de le donner. Oui, il y a une question du prix. Hein? Il y a une question du prix. Ah. Alors sur la vie privée... Alors, sur la vie privée, bon, tant qu'on est sur des résolutions de 10 mètres, vous ne risquez pas grand-chose. Quand on est à 70 cm, éventuellement, on peut essayer de reconnaître une voiture. Mais ça va être compliqué quand même. 70 cm de résolution, on ne reconnaît pas les personnes. Et à 30 cm non plus. Alors je sais qu'il y a eu un procès aux États-Unis où ils ont utilisé des images satellites pour essayer de prouver que je ne sais plus quelle personnalité célèbre était à tel endroit, à tel moment, et que donc il était tout à fait possible qu'il ait assassiné sa femme, parce que... mais c'est quand même exceptionnel. Il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de cadre. La seule protection qui existait, qui continue à exister peut-être, c'est qu'il y a certaines zones du territoire qui sont floutées. Ce qui était possible à l'époque avec Google Maps, on pouvait demander à Google qu'on ne voulait pas que notre maison, que notre jardin, que tel endroit que l'on possédait ne soit pas visible. Avec plusieurs logiciels.
Facciamo la fotografia IG, fotografia aliena, se non sto tenendo risoluzione,